Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Le 12e tour des négociations entre la Chine et les États-Unis s'est achevé le 31 juillet. Il s'agit des premières négociations depuis le consensus obtenu par les deux chefs d'État lors de leur rencontre à Osaka. Quels sont les résultats de ces négociations? Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans notre émission deux invités. Monsieur Ding Yifan, chercheur au Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Florent Mangin, directeur associé chez Adamas Investments. Bonjour. Bonjour. Et selon la Chine, ces négociations ont permis à des échanges approfondis, francs, efficaces et constructifs sur les questions d'intérêt commun en matière économique et commerciale, alors que les médias américains ont aussi utilisé le terme constructif. Qu'en pensez-vous? En fait, oui, les déclarations sont plutôt constructives, mais la réalité est tout autre. C'est-à-dire qu'une fois que les délégations américaines sont retournées à Washington et le président Trump commence à tweeter, il commence à menacer de relever le taux de douane sur les 300 milliards de dollars de l'exportation chinoise au tarif de 10% à partir du 1er octobre. Donc Septembre. 1er septembre, c'est ça. C'est une menace et donc on ne sait pas si les négociateurs américains sont sincères dans leur démarche, si les déclarations faites par le département d'État américain sont sincères ou si c'est le président américain qui change tout le temps son idée. On ne sait pas. Oui, en effet, les deux parties ont chacune affirmé que les discussions avaient été franches, qu'elles avaient été efficaces, constructives. Moi, j'ai pas de doute que les discussions ont été franches, et j'espère même qu'elles ont été aussi franches que possible, aussi sérieuses que possible, parce que les enjeux sont quand même considérables. On parle quand même des deux premières puissances économiques mondiales qui doivent régler un différend commercial qui a suscité beaucoup de perturbations et de troubles dans l'économie mondiale. Donc on peut s'attendre en effet à ce que les discussions soient prises sérieusement et de manière constructive. Après, c'est vrai que sans doute les formules qui ont été utilisées sont des formules de diplomates, puisque le soir même, voilà, comme M. Ding l'a très bien souligné, Donald Trump tweetait qu'il allait rehausser les tarifs douaniers américains sur 300 milliards d'exportations chinoises vers les États-Unis. Donc on peut quand même penser que les discussions n'ont pas été totalement non plus concluantes ou satisfaisantes pour les deux parties, et que aujourd'hui, même si chacun a souligné que les discussions allaient se poursuivre en septembre aux États-Unis, les différends ne sont pas encore réglés, très clairement. En fait, beaucoup de gens sont consternés par cette déclaration. Ils pensent que ce sont plutôt les consommateurs américains qui souffrent de cette hausse des droits de douane. Et le jour même de la déclaration, la bourse à l'échelle internationale a beaucoup affecté. Et donc, d'après vous, qu'est-ce que cela va apporter plus concrètement à l'économie mondiale? Pour le moment, il y a un jeu qui est plutôt dangereux, qui est de destruction de valeurs des deux côtés, mais également ailleurs dans le monde. D'ailleurs, moi qui suis français européen, je peux constater que les bourses ont plus baissé en Europe, en France, qu'aux États-Unis ou qu'en Chine, qui ont chacun des grands marchés intérieurs et qui ont une certaine résilience. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les discussions ont pu achoper en fin de semaine, c'est que la Chine a pu constater dans ses indicateurs macroéconomiques que jusqu'ici, elle n'avait pas été touchée de manière très sévère, très dure par la guerre commerciale. Les États-Unis, de leur côté, ils ont aussi une très bonne croissance, le chômage n'a jamais été aussi bas et la bourse n'a jamais été aussi haute. Donc il y a aussi d'autres pays qui souffrent, qui ne sont pas forcément les deux principales parties, mais regardez l'Europe, regardez Singapour par exemple, qui a une baisse de son économie, qui est directement impactée par la guerre commerciale. Donc de manière générale, il y a destruction de valeur pour l'ensemble de l'économie mondiale, et pas que pour les États-Unis et pour la Chine, et pour beaucoup d'autres pays. Après, c'est vrai que la dernière hausse de tarifs qui a été décidée ou annoncée par Donald Trump, aujourd'hui, elle porte sur 300 milliards
d'exportation chinoise qui couvre un nombre ou une variété très vaste de secteurs. Et que plus qu'avant, effectivement, ça va être des produits qui rentrent dans la composition de biens de consommation qui vont être touchés. Et donc ça va toucher le consommateur américain. Mais après, bon, Donald Trump, c'est un négociateur, il est prêt à supporter le coup parce qu'il espère avoir des avancées à court terme. Hein, c'est plutôt un moyen de pression qu'une politique économique, tout ça. Le 1er août, la Réserve fédérale américaine a annoncé la baisse des taux d'intérêt. C'est en fait la première baisse depuis 2008. Quel regard reportez-vous sur cette annonce? En fait, il y a des économistes qui disent que finalement, si le président Trump avait menacé de relever la taxe sur l'importation chinoise, c'est aussi pour une manière de forcer la Réserve fédérale de baisser le taux d'intérêt. Parce que justement, l'annonce de cette relève de taxe sur l'importation chinoise aurait tout de suite une chute de la bourse de New York, de Wall Street, et du coup, la Réserve fédérale a annoncé son intention de baisser le taux d'intérêt, et non pas cette fois-ci, mais successivement cette année, il y a encore une autre fois. Cela veut dire que d'une certaine manière, pour essayer de stabiliser le marché, la Réserve fédérale a été prise en otage, d'une certaine manière, par les politiques commerciales de Trump. C'est un peu ça. En fait, je ne sais pas si ça va continuer, parce que c'est aussi une épée à double tranchant. Parce que si cette fois-ci, le président Trump a réussi à forcer la Réserve fédérale à baisser le taux d'intérêt pour stimuler, d'une certaine manière, non pas la croissance, mais pour stimuler le marché, pour maintenir le marché, et la surtaxe sur l'importation chinoise aurait un effet complètement contre-productif. Parce que les 300 milliards de produits chinois sont cette fois-ci des produits de consommation. Donc ça aurait un impact direct sur le niveau de l'inflation, de CPI. Donc, si avec l'élévation du taux d'inflation, la Réserve fédérale serait obligée de relever le taux d'intérêt à ce moment-là. C'est pratiquement mécanique entre le taux d'inflation et le taux d'intérêt. Donc si le taux d'inflation monte à la fin de l'année, etc., la Réserve fédérale sera obligée de relever le taux d'intérêt au lieu de continuer de baisser le taux d'intérêt. Et alors, cette fois-ci, ça aurait des impacts très sérieux sur la bourse. Et selon les nouvelles statistiques, l'économie américaine a connu une certaine baisse. Est-ce que l'économie américaine a vraiment beaucoup affecté par le conflit sino-américain? Je pense que l'économie américaine se porte encore bien. Il y a une baisse des taux d'intérêt qui est en partie là pour soutenir la demande aux États-Unis, mais qui est... en fait, il y a trois facteurs qui ont été mis en avant par la Banque centrale américaine. Il y a le soutien de la demande, il y a également la réduction du risque international, donc c'est ce qui a été développé. Et ça arrange bien aujourd'hui Donald Trump qu'il y ait un soutien de la Banque centrale, parce qu'en effet, ça permet de mieux absorber le contre-choc de cette hausse de tarifs. Et puis, il y a le fait que l'inflation reste très basse aux États-Unis, malgré un emploi qui n'a jamais été aussi élevé aux États-Unis. Donc, globalement, les États-Unis gardent une bonne santé, ce qui rassure plutôt Donald Trump. Donald Trump regarde beaucoup la bourse, visiblement, et il a décidé ces mesures à aussi un moment où la bourse était très 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 haute. Donc, il était quand même relativement confiant sur le fait que même si la bourse baissait, il n'y aurait pas un krach ou d'aspect trop fort ou trop dramatique dans les conséquences. Donc, la santé de l'économie américaine reste bonne, mais on voit quand même que la Banque centrale est également très vigilante quant aux conséquences de ce conflit commercial et de ses conséquences sur la situation internationale. On voit que la Banque centrale dépasse aussi un petit peu son rôle de banque purement américaine, mais se préoccupe également de la stabilité de l'économie mondiale.
Après, c'est vrai qu'ils ont annoncé une baisse des taux, mais ils ont également annoncé qu'il n'y aurait pas de cycle long dans la baisse des taux. Donc cette baisse des taux n'est pas durable, ne va pas s'inscrire dans la durée. Et ça, c'est peut-être pas tout à fait ce que espérait Donald Trump. Donald Trump, bon, qui met beaucoup de pression sur tout le monde, y compris sur ses propres institutions et sur la Banque centrale américaine. Lui, il aurait sans doute espéré une baisse des taux plus importante et plus durable, de manière aussi à affaiblir le dollar et d'entrer dans une logique de peut-être de guerre des monnaies, de manière à avoir encore davantage de soutien, davantage d'outils à sa disposition dans ce conflit commercial. Et ça, je ne crois pas que la Banque centrale ait donné le signe qu'elle était prête à rentrer dans cette logique. Et Trump a, par le passé, prétendu que la Chine cherchait à gagner du temps et faire traîner les négociations jusqu'à la prochaine élection présidentielle, dans l'espoir d'avoir affaire à peut-être un nouveau dirigeant plus conciliant. Il a également affirmé que la Chine signera très rapidement l'accord et les conditions seraient pires. D'après vous, le président en place à la Maison-Blanche et le parti au pouvoir ont-ils vraiment une influence sur le conflit sino-américain? En fait, les déclarations du président Trump sont contradictoires parce que, d'une part, il dit que les Chinois ont intérêt à faire traîner la négociation dans l'espoir de voir arriver un autre dirigeant et de changer le contexte de négociation commerciale. De notre part, il dit que la Chine va finir par signer le contrat, etc., etc. Donc c'est contradictoire. En fait, je pense que ce que fait Donald Trump avec la Chine est nuisible à l'économie américaine à court et à long terme. À court terme, cette fois-ci, il a réussi à forcer la réserve, donc la Banque centrale américaine, à baisser le taux d'intérêt. Mais normalement, quand la réserve fédérale baisse le taux d'intérêt, ça a un effet de stimulation sur le marché, donc la bourse monte. Mais cette fois-ci, au lieu de voir la bourse monter, la bourse a baissé. Ça n'a pas chuté terminément, ça a baissé. Donc ça, dans certains secteurs, ça a baissé sensiblement. Donc cela montre quoi? Cela montre que le marché n'a pas vraiment confiance à la politique monétaire de la Banque centrale. Regardez la marge de manœuvre dont dispose la Réserve fédérale dans sa politique monétaire. Maintenant, le taux d'intérêt de la Réserve fédérale est baissé de 2,75% à 2,5%. Entre 2,25% et 2,50%. Donc c'est en fait par rapport au taux dont dispose la Réserve fédérale avant la crise de 2008, c'est rien. Parce que en 2007-2008, la Réserve fédérale avait un taux d'intérêt de 7,75%. Donc successivement, la Réserve fédérale était capable de baisser chaque fois de 50% de base, donc de 0,5%, et pendant une dizaine de fois, pour stopper le panique sur le marché. Tandis que cette fois-ci, il n'a pas beaucoup d'armes, il n'a pas beaucoup d'ammunition pour faire face à une prochaine crise. Parce que le taux d'intérêt n'est que 2,5%. Donc s'il baisse, comme la dernière fois, 0,5% chaque fois, donc en 4 fois, il sera à court de munitions. C'est ça, c'est pour ça que la bourse de New York est très sensible à cela. Les investisseurs, surtout les investisseurs internationaux, sont très sensibles à ce genre de choses. Et donc, cette fois-ci, en dépit de la baisse de taux d'intérêt, la bourse n'a pas monté. Et pensez-vous que ce serait une nouvelle période continue de baisse des taux d'intérêt? La décision de la Banque centrale américaine a été très discutée. Tout le monde n'est pas convaincu de l'efficacité de la mesure. Elle a plutôt donné un signal qui était assez largement anticipé par les acteurs, par les marchés. Donc il n'y a pas eu ça n'a pas bouleversé le fonctionnement de l'économie américaine. La décision du président américain de relever les taux douaniers a eu beaucoup plus d'impact.
Après, c'est vrai que la Banque centrale doit garder des munitions pour des situations plus difficiles. Aujourd'hui, il n'y a pas de crise dans l'économie américaine. Donc, et la tendance jusqu'ici, c'est plutôt à la hausse des taux parce que depuis 2008, la crise financière, peu à peu, l'économie mondiale et l'économie américaine en particulier récupère. Et donc, il y a une rupture de tendance. Il y a un problème de cycle aussi. Peut-être. Cycliquement, la crise de 2008 s'est passée il y a 10 ans. Donc, pratiquement tous les 10 ans, il peut y avoir un cycle de crise. Donc, c'est pour ça que les investisseurs internationaux sont très prudents. Mais la Banque centrale est aussi dans un dilemme parce qu'elle ne peut pas donner l'impression d'être simplement obéissante vis-à-vis de Trump. Pour sa crédibilité sur les marchés financiers, elle doit être indépendante. Elle doit être à l'abri des pressions politiques. Et donc, si elle baisse trop les taux d'intérêt, on va dire, elle fait ce que le président lui demande. Donc, en fait, elle n'est pas vraiment indépendante. Elle obéit au pouvoir politique. Donc, elle est dans un jeu un petit peu compliqué, où à la fois, il faut qu'elle réponde aux besoins du marché, mais qu'elle garde sa crédibilité vis-à-vis d'un pouvoir exécutif qui est assez invasif. On a entendu dernièrement aux États-Unis des discours appelant à décrocher l'économie américaine de la Chine. Est-ce vraiment possible ? Ça va être un peu difficile parce que à partir du moment où le président Trump a laissé entendre qu'il allait augmenter encore la taxe sur l'importation chinoise, tout de suite ça a provoqué une tollée des associations d'entreprises américaines. Les entreprises américaines ont dit que finalement, si vous relevez la taxe sur l'importation chinoise, on va endosser tout cela tout de suite sur les consommateurs américains et ça va réduire le pouvoir d'achat des consommateurs américains, donc ça va agrandir le risque d'une récession économique. Toutes ces conséquences sont négatives pour la croissance américaine. C'est d'ailleurs une alerte donnée par les entreprises américaines, surtout par les entreprises de vente de détail. Des entreprises comme Walmart, par exemple, a laissé entendre que 80% de l'importation de Chine est complètement irremplaçable. Donc pour le court terme, il n'y a pas de solution pour remplacer les importations chinoises. Alors si on répercute tout cela, le coût de la taxe sur le prix de vente, ça va causer une catastrophe pour les consommateurs américains. Oui, ce thème du découplage entre les États-Unis et la Chine, on l'entend un petit peu du côté des États-Unis. Aujourd'hui, quand même, les deux économies sont extrêmement interdépendantes, comme ça a été souligné par le professeur Ding. C'est aujourd'hui chaque partie est le principal partenaire à l'exportation de l'autre. La Chine reste un marché très important pour les entreprises américaines. Les États-Unis vendent en Chine des avions, des Boeing, des automobiles, des produits électroniques. Ça aurait un coût énorme pour l'économie américaine de se passer de l'économie ou du marché chinois. Puis même, c'est très difficilement envisageable puisque les deux économies ont une telle taille que ils ne peuvent pas s'ignorer. Même sur les marchés tiers, il y aura toujours une interdépendance et on ne voit pas comment ils pourraient vraiment y mettre un terme. Après, ce qu'on peut interpréter derrière cette rhétorique du découplage, c'est quand même une préoccupation assez profonde des États-Unis de son exposition et de ses relations économiques avec la Chine. Alors vous savez que parmi les sujets qui inquiètent les Américains, il y a les réformes en Chine, le fait que la Chine soit de plus en plus orientée que l'économie chinoise soit de plus en plus orientée par le marché et que donc le jeu du marché soit parfaitement équitable pour l'ensemble des États-Unis. Je crois que d'ailleurs ça, c'est surtout ce thème-là qui est important et qui explique un peu les réactions parfois vives des Américains, et c'est sans doute un des aspects essentiels de la discussion qui a lieu en ce moment entre les deux parties. Et en ce qui concerne Huawei, les États-Unis ont levé les sanctions à son encontre avant les négociations. Cela signifie-t-il que les pressions américaines sur Huawei n'ont pas eu l'effet escompté ?
Bon, c'est un sujet très difficile parce que les États-Unis n'ont pas complètement levé l'embargo contre Huawei. C'est une expression moratoire, c'est-à-dire que ce n'est qu'un aspect très court de cela, parce que c'est devenu une politique intérieure aux États-Unis. D'une part, le président Trump voulait en fait complètement supprimer ces embargos. Mais comme le Congrès américain a fait adopter quelque chose, n'est pas un projet de loi ou quelque chose, interdisant la vente des produits intermédiaires à Huawei, donc ce serait difficile de complètement lever l'embargo. C'est pour ça que quelques sénateurs plus radicaux que le président Trump a laissé entendre que finalement, si vous pouvez passer par le Sénat, venez voir le président Trump. Est-ce que vous serez capable, vous serez en fait battu au Sénat, vous ne passerez pas votre projet pour renverser la décision du Sénat, etc. Donc c'est devenu une politique intérieure aux Américains. Donald Trump voulait avoir la faveur de la Chine pour la reprise de vente des produits agricoles. En échange, il faudrait que les États-Unis lèvent l'embargo contre Huawei. Donc il y a une interaction entre les deux actions, alors que maintenant, ce n'est pas sûr que le président Trump gagne la bataille. La question de Huawei est très complexe. Effectivement, il y a plusieurs jeux de discussion à plusieurs niveaux, internes aux États-Unis, entre les États-Unis et la Chine. C'est également un sujet qui est très symbolique ici en Chine, qui avait provoqué des directions très vives. Et en fait, il est un peu tôt pour savoir quels sont les impacts aujourd'hui des mesures ou des annonces qui ont été faites. Et tout ce qu'on peut voir, c'est que Huawei, dernièrement, a publié des très bons résultats, mais que ce sont des résultats qui sont très bons, essentiellement grâce à la réaction en Chine du consommateur chinois qui, par réaction et par un réflexe de consommation patriotique, c'est plutôt reporté sur les produits de Huawei, mais ça ne dit pas encore quelles seront les conséquences à plus long terme des tensions qui existent entre les États-Unis et la Chine, et dont Huawei, un peu malgré elle-même, se retrouve au milieu. Alors, est-ce qu'on peut dire que les nouvelles négociations n'ont pas de résultat? Oui et non. Oui, c'est que pour le moment, on a réussi à maintenir un peu les disputes commerciales dans un cadre encore limité. Grâce aux négociations, grâce à l'entretien de ces négociations, etc., les relations commerciales ne sont pas interrompues. Et les menaces restent encore à voir, parce qu'on ne sait pas si ces menaces seront mises en application, ou même il y a des optimistes qui disent que finalement, même une fois mise en application la menace du président Trump, à la fin de l'année, ces surtaxes seront éliminées, parce que ça va causer tellement de dommages à l'économie américaine que finalement, pour l'année prochaine, l'année de l'élection, etc., Donald Trump réalisera que finalement, pour ses propres intérêts de réélection et de campagne électorale, etc., il serait bon d'arrêter pour un moment les disputes commerciales avec la Chine. Et auparavant, les négociations avaient toujours eu lieu dans les capitales des deux pays, Beijing et Washington. Et cette fois-ci, ils ont choisi Shanghai. Y a-t-il une signification particulière? Peut-être pas exagérer la signification du lieu, mais je pense qu'elle existe. L'endroit des discussions a toujours une symbolique. Shanghai, c'est la ville d'ouverture de la Chine, c'est la ville qui est la plus occidentalisée en Chine, sans doute. Et c'est la ville où va se tenir prochainement la deuxième édition de la foire des importations, où d'ailleurs la France sera invitée d'honneur, j'en profite pour le signaler. Donc, bien sûr, c'est une ville qui n'est pas la capitale de la Chine, donc qui est, où il y a moins d'aspects protocolaires et où il y a moins de formalisme et de pression qui vient du sommet du gouvernement, même si bien sûr les discussions ont lieu à très haut niveau. En même temps, prendre une nouvelle ville pour discuter, choisir une nouvelle ville, c'est aussi marquer la volonté d'un nouveau départ. Et c'est peut-être également ce qu'ont voulu signifier les autorités chinoises.
Je pourrais même ajouter 2 éléments. Parce que Shanghai est une ville commerciale, économique, etc. Donc la négociation a eu lieu à Shanghai, montre une volonté de rendre la négociation moins politisée. Donc ça, il y a cet aspect-là. Mais Shanghai a aussi une signification pour la reprise de dialogue sino-américain. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est à Shanghai que la première déclaration américaine a été signée par le président Nixon et le premier ministre John Lai. Ça aussi, c'est la première fois que les 2 États, après tant d'années de guerre et d'interruption de relations diplomatiques, etc., ont réussi à conclure un accord sur leurs futures relations. C'est quelque chose d'essentiel, très important. Les nouvelles négociations vont se poursuivre dans quelques semaines et on espère que les 2 parties vont essayer de trouver un accord. Merci à vous 2 d'avoir participé à notre émission et merci pour tous ces éclaircissements sur ce sujet. Et voilà, c'est la fin de cette édition. À la prochaine.